Allez, ne nous voilons pas la face. Il est des moments dans la vie où surgit en nous cette force qui met tout à terre. On peut donner un nom à cette force, la colère. La colère est une émotion, et la fonction d'une émotion est d'alerter. Une émotion est un gyrophare. À n'en pas douter. Le gyrophare s'allume comme une émotion se voit sur le visage. Il suffit parfois de peu pour allumer le courant. Et alors dans certains cas, ce sera tous aux abris. Le sujet de cet audio n'est pas les émotions, mais plutôt la façon dont on peut percevoir et analyser une situation qui nous a totalement échappé. Nous avons évoqué précédemment le triangle dramatique, qui est le genre de situation qui nous échappe et nous plonge souvent dans un état de colère. Un moment de colère est si vite passé quand on y réfléchit. Pourtant, il laisse souvent une trace. Je pourrais même dire qu'il laisse toujours une trace quand il n'est pas conscientisé totalement. Autrement dit, un échange colérique entre deux personnes a des raisons et une structure de déroulement. La bonne nouvelle, c'est qu'en comprenant ce qu'il y a avant et pendant un coup de colère, on peut agir sur l'après. La plupart du temps, vous remarquerez qu'en cas de conflit, le mot « tu » inonderait presque la discussion. Tu as fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu es responsable. Et parfois même, oui, j'ai mes responsabilités. Mais toi alors, tu n'en as pas ? Bien sûr que si, tu en as. Puis de toute façon, c'est toi qui as commencé. C'est sans s'en rendre compte qu'on tue la discussion à coups de « tu », alors que finalement, il suffit simplement de chercher à comprendre l'autre. Une des explications qui se cache derrière tout cela est contenue dans le triangle de Karpman que nous avons déjà vu, ou triangle dramatique. Je ne prétends pas développer ici un outil de compréhension déjà largement commenté sur le web. Je m'en tiendrai donc à l'essentiel. Essayons d'aller un peu plus loin dans l'étude du triangle dramatique. Il est composé d'une figure géométrique, le triangle, qui représente les interactions humaines. Chaque sommet du triangle est une position potentiellement adoptée par les personnes qui interagissent entre elles. Nous trouvons donc 3 sommets sur le triangle, donc 3 positions. La position du bourreau. Le bourreau est clairement celui qui dit « tu » de façon accusatrice, celui qui blesse, sans forcément, je le précise, le vouloir. Parfois cette position est inconsciente. La position du sauveur. Le sauveur veut aider l'autre. Cela peut paraître bien de prime abord, mais nous ne parlons pas ici de sauter à l'eau pour sauver quelqu'un de la noyade. Nous parlons du relationnel entre deux personnes. Le sauveur veut aider l'autre, mais cela le conduit bien souvent à prendre la destinée de l'autre en main. Parfois même, il ne demande pas son avis à l'autre et décide à sa place. La 3e position, celle de la victime. La victime est tout d'abord la personne qui se place elle-même dans ce rôle. Il s'agit d'une personne qui se plaint de sa vie, de ses difficultés récurrentes, et qui n'a plus ou ne trouve plus la force de changer ce qui doit l'être. Notre triangle étant constitué, nous allons le mettre en mouvement. La victime attire le sauveur, car les deux vont de pair, si j'ose dire. Il trouve pour l'un une situation à sauver, et pour l'autre, une personne pour le sauver. Au début, cela peut fonctionner, jusqu'au moment où le sauveur prend un peu trop de décisions, poussé par l'inaction de la victime. Il devient inconsciemment le bourreau de la victime. Il a changé de position sans s'en rendre compte, puisque c'est bien la victime qui a engendré ce switch. Dans ce cas, la personne qui était le sauveur, avec le cœur sur la main, est devenue le bourreau de la victime. Dans le même temps, et vu de l'autre côté, le sauveur est aussi devenu la victime de la victime, qui elle-même est devenue bourreau. La victime dit « J'avais besoin d'aide et tu as profité de moi. Tu fais tout à ma place, tu m'étouffes. » Le bourreau dit « Tu n'as pas la force de bouger, tu restes là, immobile, à rien faire. Heureusement que je fais les choses pour toi. » La victime qui devient bourreau « Tu es pervers narcissique. On prend pas la vie des gens comme ça. Tu n'as pas le droit de faire des choses comme ça. » Redevient victime. « Ma vie est merdique et c'est encore pire maintenant. Tout ça c'est de ta faute. » Redevient bourreau.
le bourreau devient victime. Tu exagères, tu crois pas? C'est toi qui m'as demandé de l'aide. C'est toi qui vas mal, pas moi. Tu me fais passer pour quoi, là? Devient victime. Tu crois que j'avais besoin de ça, d'entendre tes jérémiades? Cet exemple d'échange extrême montre comment les positions du triangle dramatique sont interchangeables. Sans cette conscience, elles changent toujours, et très rapidement. La position de bourreau est une position clé dans toute situation explosive, car elle n'est pas celle qui est communément assumée. Elle est une conséquence des deux autres, inévitable dans le sens où les deux autres sont dysfonctionnels. Être un bourreau en conscience relève de la perversion narcissique. Et quand j'emploie l'expression en conscience, je n'exclus pas non plus le fait que cela soit aussi, dans certains cas, pour partie inconscient. Nous comprenons là que toute situation appelée à dégénérer va entrer dans le triangle de Karpman et la société tout entière fonctionne sur ce principe. Cela est vraiment à réfléchir. Je ne vais pas développer ici les voies à explorer pour comprendre comment ne pas entrer dans ce triangle, parce que ce n'est qu'une question de conscience et d'augmentation de la conscience. Cela ne peut être travaillé qu'en rendez-vous avec un thérapeute, car cela dépend du vécu de chacun. Ce n'est que par les situations que nous vivons personnellement qu'il est possible de poser des mots sur ce qu'il s'est produit, et sur la manière dont le triangle s'est mis en marche il y a des mois, des années. Par contre, je voudrais aborder ici un moyen de mieux vivre l'après, car il y a toujours un après, et peut-être que vous avez déjà vécu de nombreux après qui ont été peut-être plus lourds à porter encore que l'instant de colère en lui-même. Quand la colère est passée, plusieurs suites sont envisageables. Premièrement, l'oubli. La douleur est telle qu'il nous faut l'oublier. On fait comme si rien ne s'était passé. On fait un câlin à son ou sa conjoint et demain tout sera oublié. Deuxièmement, le pardon. On pardonne à l'autre son excès de colère. La nôtre était logique car finalement c'est lui qui avait commencé. Troisièmement, la revanche. On trouve quelque part logique de montrer sa colère car on avait raison. On est victime de la situation et pour que l'autre comprenne, il lui faut goûter à ce que nous ressentons. Il est bon de devenir le bourreau pour qu'il comprenne que la victime souffre. Allons-y direct. Aucune de ces trois solutions n'est viable. Toutes laissent la place à une trace indélébile qui va se stocker dans l'inconscient, mais aussi dans les corps énergétiques des deux personnes, ou des deux groupes de personnes. Cette énergie-là ressurgira, car elle est là. De n'avoir pas mis un terme à l'événement précédent lui laissera le champ à un retour, inéluctable. C'est humblement que je vais poser maintenant une autre solution, qui peut-être pourra vous aider. Cette solution n'est pas magique, mais elle fonctionne. Partons du principe que l'éclat colérique est passé, et qu'il est resté au stade de quiproquo, chacun campé sur ses positions. Que pourriez-vous faire? Dans un premier temps, observez en vous ce qui se produit. Que ressentez-vous? Où le ressentez-vous? Dans la poitrine ou dans le ventre? Mentalement, que se passe-t-il? Des idées noires perdurent? La colère est toujours là? Ou avez-vous peur de perdre l'amour de l'autre? La colère restera tant que vous la laisserez exister, n'en doutez pas. Peut-être voudrez-vous alors la laisser partir. Pourtant, elle ne peut pas partir ainsi sans être confrontée à elle-même, et donc au mal qu'elle vous a fait. Elle peut donc se transformer en autre chose, pour vous faire croire qu'elle n'est plus là. La colère deviendra tristesse. Elle pourrait aussi se transformer en rage. Là est notre libre arbitre, le seul que nous puissions honnêtement reconnaître. Décider en l'instant où nous observons la douleur en nous, ce que nous allons faire. Une émotion se ressent dans le corps, et là est le conseil que je vous donne en premier lieu. Observez cela. Vous aurez alors appris ce que vous dit votre corps, et vous pourrez le relier à une émotion en particulier. Ensuite, laissez un peu de temps passer pour que l'autre s'apaise, pendant que vous vous apaisez vous-même. Quand on agit sur une émotion, on la transforme en une autre.
mais encore faut-il savoir laquelle et le faire en conscience. Or, la seule qui soit salvatrice en ce cas est la joie. Transformer la colère ou la tristesse en joie n'est pas chose aisée, surtout quand on est dans un conflit fermé avec l'autre. Rien ne peut être sans l'échange, et cet échange ne peut être autrement qu'apaisé. L'étape suivante est la conscientisation des faits. Il n'y a pas de responsable, il y a juste des incompréhensions, issues de blessures inconscientes. Comment quelque chose d'inconscient peut amener à une compréhension consciente? On peut être à l'origine des faits, et si on en a la conscience, alors on peut le dire. On peut aussi penser que c'est l'autre, mais si on se rappelle que le tu tue, alors on peut comprendre que le dire nous replongera dans ce triangle. Si on ne comprend pas ce qui a allumé la mèche, alors on peut tenter de le chercher à deux. Naturellement, cela dépend aussi de l'autre. Si l'autre est fermé à l'extérieur, car enfermé à l'intérieur de lui-même, rien ne sera possible. Il importe d'être conscient de cela, mais à ce stade, cela ne nous empêche pas de passer à l'action. On se doit le pardon, mutuellement, en raison des liens qui nous relient depuis tout ce temps, mais aussi à soi-même. Car cette situation est tout autant de notre fait que de l'autre, puisque nous avons créé la situation, ensemble. Nous étions la situation, tous les deux. Comment pardonner l'autre si on ne sait pas pardonner soi-même? On peut donc commencer par là, en soi. À ce sujet, je voudrais ajouter que demander pardon sans s'être pardonné soi-même et sans avoir pardonné l'autre est tout aussi bancal que demander pardon pour quelque chose que l'on n'a pas fait. Le pardon est un processus double. Je me pardonne les faits et je pardonne l'autre. Question. Avons-nous vraiment besoin de demander pardon? Combien de fois les enfants se voient exiger de demander pardon sans qu'il ne leur soit jamais accordé à eux-mêmes? Demander pardon, n'est-ce pas un peu se placer dans la position du sauveur de la relation? À moins que ce ne soit celle du bourreau de nous-mêmes, ou de la victime qui recherche son sauveur. Nous sommes bien d'accord que ce développement ne tient que dans le cadre de ce qui est juste pour soi. Il ne s'agit pas de tomber dans un relationnel sacrificiel, bien au contraire. S'il est juste pour nous de régler ce passif devenu trop lourd, il convient alors d'en parler, en vérité. S'il est juste de le faire, d'autres actions seront à prendre, en conscience, et peut-être que cela sera de rompre, purement et simplement, cette relation. S'il est juste d'apaiser la situation, autant que cela soit pour construire autre chose qui puisse mieux fonctionner. Il n'y aurait, on peut le comprendre, aucune raison que les choses changent si on ne leur permet pas de changer. Avant toute communication faisant suite à une crise d'importance, oubliez l'existence du mot qui tue. Tu est un excellent exercice de style qui, j'en suis sûr, va vous amuser. Le mot tue est l'essence que l'on jette sur un feu en train de s'éteindre. La discussion peut seulement consister à exprimer ce que l'on ressent, et surtout sa volonté d'instaurer un meilleur fonctionnement entre les deux personnes. Au cours d'une discussion de cette nature, où nous tenterions d'arranger les choses, j'ajouterai que vous gagneriez vraiment à vous rappeler d'un des tout premiers audios qui consistait à annuler. Si la personne que vous connaissez suffisamment proche et que vous avez pu lui exprimer ou lui raconter cette histoire d'annuler ce que vous dites parce que vous vous rendez compte que c'était pas forcément ce que vous vouliez dire, eh bien, cet entraînement à annuler tous les mots, toutes les phrases qui ne sont pas positives, vous aidera dans la situation. Lorsqu'il vous entendra dire « annule », ça engendrera de la joie, ça rétablira les choses. Dans tous les cas, l'idée n'est pas d'avoir raison, mais d'être dans la raison. L'idée n'est pas d'avoir raison, mais d'être dans la raison. L'idée n'est pas d'avoir raison, mais d'être dans la raison. Viendra le temps où nous aurons les bases de compréhension qui permettent d'expliquer ce qu'il se passe sur le plan de l'inconscient, et surtout de l'émotionnel. Le travail que vous faites avec Képri, au quotidien, vous amène à toucher ces plans.
à comprendre l'origine de vos comportements non conscients ou incompris. Ce temps viendra parce que vous posez déjà l'acte qui consiste à chercher ces connaissances, à essayer de comprendre les choses. Là est une des raisons du coaching personnel, comprendre les mécanismes humains, apprendre à se connaître. Trouver la paix en soi offre à terme la magie de la vie, qui n'est autre que vivre en paix dans le monde qui nous entoure, et avec le monde qui nous entoure. C'est ce travail de recherche et de compréhension de soi et des autres qui fait qu'un jour, il n'y a plus de résidus laissés par les émotions. Il n'y a plus d'accumulation de vagues successives comme à la surface d'un océan en pleine tempête. La vie devient comme un lac qui parfois s'agite pour revenir très vite dans le calme. S'ajoute au coaching ou à Kepri l'importance des soins énergétiques, lesquels aident incontestablement à éliminer les traces résiduelles des crises du passé. L'énergéticien retire avec votre consciente volonté tout ce qui n'a plus rien à être en vous. La vie est un jeu d'enfants dont les adultes ont oublié les règles en oubliant l'enfant qui est en eux. Y a-t-il des règles pour jouer à ce jeu? Ou seulement des manèges dont on peut apprendre le mode d'emploi? C'est à chacun de voir s'il préfère s'imposer ou disposer.